Salvador de Bahia, un nom qui fait rêver, une ville qui fascine. Une mégalopole de 2 500 000 habitants. Ici, tout est contraste et démesure. Des immeubles ponctuent le paysage, une colline couverte de villas luxueuses entourée de jardins tropicaux côtoie les favelas les plus pauvres, avec comme séparation un boulevard bordé d'arbres. Parfois, on croit avoir quitté la ville, car une autoroute longe une forêt équatoriale et on se demande comment elle a pu résister à la pression des pelleteuses. Le ciel est bleu azur et brusquement, la pluie chaude vous inonde. Les plages sont partout. La baie de Tous les Saints est une invitation permanente au plaisir de l'eau. La nature domestiquée ne semble pas avoir sa place dans cet univers de béton. Pourtant, la ville compte de nombreux parcs. Tous les week-ends, on vient au parc de Pituaçu pour y courir, marcher, faire du vélo, boire une bière, parler et flâner. 16 km de circuits vous attendent, bordés de cocotiers, de manguiers, de palmiers. Vous aurez sans aucun doute la chance d'apercevoir de gracieux petits singes. Si vous préférez les décibels, alors je vous conseille le parc des dunes d'Abaeté. Un sable d'un blanc pur, de l'eau chaude pour le bain et tous les rythmes du Brésil. Le parc de la Cité sépare ces deux mondes si présents au Brésil. D'un côté, les immeubles cossus et au bout du chemin, des masures sur une colline. Le parc est comme un no man's land de calme et de sérénité. Toutes les populations s'y retrouvent sous l'œil vigilant des gardes municipaux. Autre surprise dans notre découverte de Salvador de Bahia, la population. Bahia a été le grand port d'importation des esclaves venant du continent africain. La population est donc essentiellement noire. Mais on croise dans les rues un camailleux de couleurs de peau allant du plus sombre au plus clair, sans oublier la peau cuivrée des premiers habitants du continent, les Indiens. On a le sentiment que tout ce monde vit en harmonie, le métissage semble naturel. Mais un peu d'histoire est nécessaire pour comprendre ce Brésil déroutant. Tout commence le 22 avril 1500, lorsque Pedro Álvares Cabral, en route pour les Indes, atteint par hasard le Brésil. En ce début du XVIe siècle, pour faire fortune, il faut faire le commerce des épices. Alors le Brésil ne semble guère intéressant. Un an plus tard, un autre navigateur aborde les côtes brésiliennes. La baie de Tous les Saints, c'est Américo Vespucci qui a trouvé cette baie le 1er novembre 1501, le jour de la Toussaint. Donc il a décidé de l'appeler la baie de Todos os Santos. C'est une histoire des petits peuples qui se sont réunis au bord de l'Europe, de la péninsule ibérique, et qui cherchaient du pouvoir, des terres, de l'or. Donc ils sont partis un peu partout dans le monde. Pour Portugal, était vraiment une manière de montrer son pouvoir, y compris de sa foi. Ils cherchaient surtout le commerce avec l'Orient. Donc ils n'ont pas donné au départ beaucoup d'importance. Et c'est à partir de l'importance que les autres ont donnée à la découverte portugaise que les Portugais ont décidé de s'installer vraiment au milieu du XVIe siècle au Brésil. À cause des courants maritimes, ils ont décidé de s'installer à Salvador de Bahia, qui est un peu au milieu du Brésil actuel. Tomé de Souza, premier gouverneur, avait pour mission d'évangéliser la population indienne. Avec l'arrivée des esclaves africains, débarquent des croyances et la religion animiste. Empêchés de pratiquer leurs rites, ils les fondent, les cachent dans la religion catholique. La digue de Tororo est entourée d'arbres centenaires sacrés. Sur le lac semblent flotter 8 statues représentant les Orixás de l'eau, les dieux du candomblé. Il y a des centaines de, temples de matrice africaine à Salvador de Bahia. Il y a des centaines d'églises catholiques et il y a des gens qui pratiquent les religions. Pour une bonne partie des gens du candomblé, la religion afro-brésilienne la plus importante, certains rituels catholiques font partie de l'initiation dans les candomblés. Donc la relation à l'Église catholique et religion des matrices africaines est très forte depuis le début. Ici, nous sommes dans un temple. Un temple? Oui, c'est un terreiro de candomblé.
Oui, comment s'appelle-t-il? Manso Bandoqueque, Terreiro do Batefolla. Quelle est l'origine du candomblé? Le candomblé vient de l'Afrique. Nous perpétuons ici les coutumes de nos ancêtres. De quel pays d'Afrique, par exemple, vient ce candomblé-ci, celui de Batefolla? Celui-ci vient d'Angola, du Congo et de l'Angola, Bantu. Cet arbre dont vous parliez, que représente-t-il pour vous? Cet arbre représente une entité qu'on appelle Tempo. Tempo. Oui, c'est le vent. Vous faites des offrandes à Tempo? Oui, le 10 août, nous faisons des offrandes. C'est une très grande fête. Quel est le rôle des feuilles dans le candomblé? Parce que c'est l'élément principal. Sans les feuilles, on ne peut rien faire. Et que faites-vous avec les feuilles? Nous prenons des bains, faisons des tisanes. Nous prenons des bains pour nettoyer notre corps. Et les tisanes que vous préparez sont bues pendant le rituel? Non, non. Seulement quand cela est nécessaire. Quand on est malade, par exemple. Oui, on fait une tisane spécifique et on le boit. Mais on fait aussi des bains. Mais pourquoi prend-on ces bains? Pour se laver le corps? Pour faire passer la fièvre, apaiser. Le candomblé est une religion qui respecte la nature? Tout à fait. Vous la protégez? Nous protégeons la nature. Et le candomblé dépend totalement de la nature. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec l'eau, les feuilles, les marées hautes, les marées basses. Tout cela, c'est la nature, n'est-ce pas? On peut dire que le Brésil, depuis le début, est un endroit de réception et d'appropriation, y compris de plantes. Par la canne à sucre, tout d'abord, aussi, ils ont amené du bétail. Il y a le coco, par exemple, qui n'est pas natif du Brésil, l'huile de palme non plus, et qui sont devenus presque des références emblématiques du Brésil, qui sont deux ingrédients à la base de la cuisine afro-baianaise. Maintenant, je vais vous enseigner à cuisiner la véritable moqueca à la mode de Bahia. De l'huile de palme, juste un peu. De l'ail en pâte. Mais si vous le voulez, vous pouvez juste le hacher. Par exemple, de la tomate, de l'oignon, de la ciboulette et de la coriandre. On mélange l'huile de palme à l'ail. Et maintenant, je mets tous les ingrédients dans l'huile de palme. Mélanger. On ajoute du jus de citron, une bonne quantité, pour donner de l'acidité au plat. Maintenant, nous allons mettre du poisson. On peut utiliser n'importe quel poisson. C'est selon le goût de chacun. Ici, on a une merluche dont la chair est blanche. On peut prendre de la rascasse ou du merlan. C'est comme on veut. Maintenant, on va mettre du lait de coco.
On peut aussi bien utiliser du lait de coco industriel que naturel. Celui-ci est naturel, c'est mieux. Maintenant, nous allons placer des rondelles d'oignon pour décorer, du poivron, de la tomate et encore un peu de coriandre bien haché. Maintenant, il suffit d'attendre que ça cuise. Et voilà, elle est prête. La célèbre moqueca à la mode de Bahia. Il y a des cycles économiques qui sont associés à certaines parties du pays. Et donc au nord-est, après la canne à sucre, il y a eu le tabac aussi. Le café, surtout vers le sud-est du pays. Le cacao au sud de Bahia, et qui était un moment très riche de cette région. Et qui déjà depuis une quinzaine d'années, c'est une région de décadence économique très forte. Donc ce sont des cycles basés sur l'agriculture, disons. 500 ans après les premiers navigateurs, un Français a refait le même voyage. Le bout du chemin, Cachoeira, une ville qui a conservé ruelles et maisons du XVIIe siècle. On a remonté le Rio Paraguaçu et au bout de la route, on est arrivé dans ce petit village, Santiago de Iguape, devant cette église-là, monumentale. Et voilà, quoi. Les enfants étaient nés, il a fallu vivre à terre. Après 10 ans de marine, j'ai voulu faire cow-boy et la vie a changé. Bon, la remontée du Paraguaçu, c'était vraiment ça, quoi, le décor, la forêt vierge. C'était vraiment le conquistador qui arrive à l'époque avec rien autour, seulement la forêt, et arriver devant ces grands monuments, là, c'était assez hallucinant, il faut dire. Ici, il n'y a pas de plage, hein, c'est un tourisme carrément différent, quoi, hein. C'est d'abord un bon rapport avec la population, parce que c'est une population très, très agréable, très accueillante, qui sont prêts à tout partager, très simple aussi. Il y a une nature formidable ici. Moi, je propose des balades à cheval dans la forêt, des promenades en pirogue avec pêche au crabe, pêche à la crevette à la main, des bains de vase évidemment, si on veut, quoi, ou même si on ne veut pas. Et sinon, connaître ces populations qui habitent maintenant dans ces îles un peu partout, là, dans ces endroits perdus, quoi, hein. Voilà ce que je propose, quoi, et surtout un contact, une chaleur humaine. L'économie principale ici, c'est surtout la pêche, hein, crevettes, crabes, huîtres, moules. Et sinon, tout le monde vit un peu de son petit jardin, le kiab, que vous appelez gombe, le manioc, quelques noix de coco, les mangues, tous les fruits tropicaux qu'on peut trouver ici, quoi, les bananes, tout ça, quoi. On vit simplement, doucement, mais agréablement. Aqui nós estamos na fazenda Calolé. Nous sommes dans la propriété de Calolé. Ça fait 14 ans que nous avons mis en place certains projets. Nous sommes organisés en association, à travers laquelle nous avons connu certains succès. Nous avons commencé par l'apiculture, puis l'agriculture, et maintenant nous voulons développer un projet autour de la pisciculture. Lors de notre lutte, nous nous sommes rendus compte que seule notre union nous permettrait de trouver des solutions qui pouvaient être bénéfiques pour toute la communauté. Je suis moi aussi un représentant de la communauté de Calolé. Je travaille aussi avec le président de l'association dans tous les projets, notamment celui du manioc, mais aussi celui du gombo, de la banane, de la papaye. Voilà notre travail. Nous cultivons tout ici. Ici travaillent environ 86 familles. Tous ceux qui le peuvent élargissent encore le terrain qu'ils cultivent. Même comme ça, beaucoup pensent que c'est peu. Mais même si nous n'avons que ce lopin de terre-ci, c'est lui qui permet à nous tous de survivre. Toutes les familles participent. Certaines apportent la marchandise vers Cachoeira, d'autres vers Salvador, d'autres à Feira.
Et ainsi va la vie. Le marché de São Joaquim est un vrai régal pour les curieux. Il attire encore peu les touristes, la nouvelle richesse de Bahia. Ils préfèrent flâner dans le vieux quartier restauré de Pelourinho, le Pilori, ou se prélasser sur les plages de sable fin de la côte des Cocotiers. Praia do Forte, avec ses nombreux hôtels et pousadas, est l'un des lieux les plus prisés. Le premier propriétaire a acheté ce domaine dans les années 60. Il voulait que ce lieu soit à la fois équilibré, préservé et intégré au milieu naturel. Il s'est dit, ici j'ai 5 réserves. Il y a la mer, des lagunes, une histoire. Il voulait développer cet endroit de la façon la moins agressive possible. Il voulait le maintenir au mieux. Aucun bâtiment ne peut dépasser la hauteur d'un cocotier, ou 32 mètres. Les constructions ne peuvent pas avoir d'ouverture en fer ou en aluminium. Il faut utiliser des matériaux locaux, du bois, de la brique, de l'argile. Ce sont ces 2 restrictions qui donnent de l'harmonie aux constructions. Quand on est sur la plage, on ne s'aperçoit pas qu'il existe ce bâtiment ici. On est totalement intégré à la cocoterie, à la végétation. L'idée originale du mentor de cet espace était que le jardin soit tropical. Pour répondre à cette volonté, nous avons planté peu à peu des plantes de la Mata Atlântica, des plantes indigènes, de façon à ce que l'ensemble soit particulièrement tropical. C'est pourquoi nous avons planté des boias, des philodendrons, des broméliacées et de nombreuses autres plantes. Dans ce jardin, nous avons cherché à copier la nature. Nous avons juste incorporé quelques plantes exotiques à celles qui existaient déjà, de façon à ce qu'elles s'intègrent parfaitement à l'environnement naturel. C'est ce que nous appelons le paysagisme conservateur. Quand nous regardons le jardin aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit très formel. C'est un jardin plutôt dynamique, dense et multiforme, tout en donnant l'impression que tout ce qui s'y trouve a toujours été là. Et c'est là notre objectif. Nous voulions également que les animaux et les plantes s'intègrent le mieux possible. C'est là la philosophie du projet. Il existe une infinité de compositions qui donnent toutes les beautés que vous pouvez voir. Nous avons ici un exemple. Nous avons planté cette végétation. Au fur et à mesure qu'elle pousse autour de l'arbre, ses feuilles grandissent. Quel type de palmier est-ce? Le Cebra esquizophyta, un palmier originaire d'ici. Quand on l'a plantée, elle était toute petite. Au fur et à mesure qu'elle a poussé sur l'arbre, elle a pris aussi du volume. En fait, l'impression que nous voulons donner, c'est que c'est la nature elle-même qui a créé ce jardin, et pas nous. Nous avons une équipe de biologistes. Nous avons 5 réserves dans la région. Il y a la Sampiranga, qui est une Mata Atlântica, une forêt atlantique. Au-delà du travail de protection de la faune et de la flore, il y a tout un travail de sensibilisation pour les adultes et surtout pour les enfants. Ces derniers sont plus sensibles et retiennent mieux et surtout ce sont eux qui demain vivront ici et s'occuperont de la préservation de la nature de ce lieu. Ça c'est le parcours par la forêt, par le musée de la forêt. Nous avons quelques animaux pour voir. Ça c'est une anaconda. Ça c'est la serpent liane. Et la boa constrictor.
un serpent. Cette espèce d'animaux ne veneneux. Nous avons une canard sauvage, typique de la région. Ça, c'est les arbres du pau-brasil, né? Les arbres qui donnent le nom du Brésil, né? Viennent destes arbres. Comme les Portugais sont venus par certaines régions, havia beaucoup de cet arbre. Ils coupent les arbres pour construction, pour faire les maisons de la région. Il y a des dendés. Né? Ici, nous avons les fruits de couleur rouge que les natifs utilisent pour faire l'huile. Pour faire l'huile, presse les fruits et on extrait l'huile, c'est pour voir l'huile des dendés. Aujourd'hui, 70% de la cuisine baiana est faite avec l'huile de dendê. La moqueca de poisson, la moqueca de crevettes, utilise l'huile. Ici dans la forêt, nous avons beaucoup d'espèces d'animaux comme les oiseaux, espèces d'oiseaux, espèces de tatus, de lézards qui mangent le fruit de dendê. Ça, c'est les arbres du caju, typique du Brésil. Nous avons ici les fruits, sont des fruits jaunes, jaunes. Ces fruits grandissent jusqu'à ici, 7 cm. Ça, c'est le jaune fruit. Ici, nous avons les semences qui toastent pour manger. C'est un apéritif dans l'Europe. Et les fruits, cette partie ici, ça c'est les pulpes. Les pulpes est utilisé pour faire les jus. Les jus de caju. Ici nous avons les arbres de lima. Lima, parce que nous avons les feuilles que les natifs utilisent pour limer les ongles. Vous pouvez limer les ongles. Pour l'artisanat. C'est économique, nous payons. C'est venu jusqu'à cet arbre. Nous avons les feuilles vertes et les fruits de cette feuille. Cette feuille, c'est la meilleure. Cette plante est typique de la Bahia Ouest. Les espèces d'oiseaux qui montent la semence. Et après, grandissent ici, dans cette région ouverte, de clairière. Et comment il s'appelle cet arbre? C'est les cajueiro bravo ou les arbres de limer, pour limer les ongles de lima. Ça c'est les arbres diomesca. Les natifs qui habitent ici dans la forêt coupent les arbres et on extrait la résine qui est utilisée pour faire l'incense, les parfums et repellentes naturels. Les repellentes naturels sont faits avec l'huile de coco. L'huile de coco com la résine. Há goût, há sente l'odeur de la résine, comme le Vic Vaporub, comme le Vic Vaporub. D'accord. Et les feuilles des arbres sont utilisées pour faire du thé pour le mal de ventre. Les infusions. Infusion, c'est... Baïa, la baie, c'est féminin. C'est où on reçoit pour gérer d'autres choses. C'est une manière poétique et symbolique de parler d'une chose réelle. Parce que Salvador de Bahia était la ville la plus importante et riche du XVIIIe siècle.
en dessous de l'équateur, la plus grande ville européenne en dehors de l'Europe, la plus grande ville africaine en dehors de l'Afrique, la plus riche ville de tout l'hémisphère sud, et avec l'apport des autres. Le Baïa, c'est un peu une synthèse, disons, un poème sur l'histoire de l'homme.